Bonjour à tous, ici Jean-Luc Brassard. Et encore une fois, merci d'être au rendez-vous. Nous allons tenter de répondre à cette éternelle question, qui est aussi le titre de notre émission, « Comment c'est fait ?» Évidemment, la réponse n'est pas la même si on parle des tapis, de l'eau potable, de la chirurgie des yeux au laser et des guitares. Les 4 sujets dont il sera question au cours de la prochaine demi-heure. Ne bougez pas de votre fauteuil si vous ne voulez rien manquer. Le plus ancien tapis du monde a été découvert en Sibérie. Il est maintenant exposé dans un musée de Saint-Pétersbourg. Combien d'années se sont écoulées depuis que des mains agiles lui ont donné vie? Eh bien, les scientifiques ont récemment tranché. 2250 ans. Aujourd'hui, à condition d'y mettre les sous, il est toujours possible de se procurer des tapis noués à la main. Mais la plupart sont fabriqués dans des manufactures comme celles que nous avons visitées. Pour tisser un tapis, ça prend du fil. On le fabrique en acheminant ces balles de fibres de nylon ou de polyester dans l'ouvreuse et la mélangeuse. Aucun nœud ne résiste à cette carde qui démêle les fibres une à une, les aligne en rangées régulières et les assemble en rubans assez larges. Les rubans sont placés dans des cylindres sécheurs. Après s'être fait suffisamment remuer, il passe au banc d'étirage. À partir de 5 fils, cette machine en fait un seul, plutôt grossier. Ce fil est installé sur des bobines. On entortille ensuite les fils de 2 bobines pour faire un fil épais et résistant. Puis, on les entortille à nouveau 2 par 2 pour former un fil retors. Il faut finalement s'assurer que nos 2 fils ne se désunissent pas. La chaleur d'une machine à fixage thermique agira sur eux comme celle d'un fer à friser pour les cheveux. À 132 degrés Celsius, la mise en pli sera des plus efficaces. Après 45 secondes de thermofixation, on rembobine ce fil ultra solide. « 1440 bobines de fil seront nécessaires pour fabriquer un tapis d'une largeur standard de 360 cm. Chaque fil est introduit dans un tube de plastique qui, à son tour, s'engouffre dans la machine à touffeter. À chaque fil, son aiguille à touffeter. Il en faut donc 1440. Les aiguilles cousent le fil dans un canevas en polypropylène. Au ralenti, vous pouvez observer la complexité de l'opération. Jusqu'à 5 aiguilles travaillent sur chaque centimètre du canevas. Il en résulte une moquette qu'on pourra ensuite teindre pour la rendre encore plus attrayante. Pour les tapis multicolores, on utilise une machine appelée chromajet. Elle fonctionne presque de la même façon qu'une imprimante. Elle envoie des jets d'encre de différentes couleurs dans les fibres du tapis. Plus le motif est complexe et comporte des couleurs vives, plus la machine doit passer souvent sur le tapis. C'est beaucoup plus simple avec les teintes unies. Ces immenses réservoirs sont remplis de colorants. Le tapis fait trempette pendant 4 heures dans un bain de colorant et d'eau, chauffé à 100 degrés Celsius. Une autre méthode utilise la chaleur et la pression d'un autoclave. Cette méthode fait en seulement 30 minutes l'équivalent de la méthode du bain en 4 heures et teint plus de tapis à la fois. Une fois la teinture terminée, on applique une colle à base d'eau sur un support de polypropylène.
Puis, ce support se retrouve sur le canevas initial, maintenant les fibres du tapis en place. Ce rouleau presseur marie les deux supports. Après un bref séjour dans un four pour faire évaporer l'eau que contient la colle, on découpe le tapis en rouleaux de 30,5 mètres linéaires. Il ne reste plus qu'à lui marcher dessus. Un bon petit verre de Saint-Laurent frappé? Ça, c'est la fausse idée que l'on se fait de l'eau de notre fleuve. En réalité, à plusieurs endroits, l'eau du Saint-Laurent est l'une des plus propres qui soit. On est loin des traitements ultra sophistiqués que l'on pourrait s'imaginer. En gros, on y enlève les matières en suspension. Puis on y ajoute du chlore pour tuer la faune microscopique qui s'y agite. Dans le détail, ça donne ce qui suit. Avant de pouvoir étancher notre soif, l'eau de Dame Nature doit parfois subir quelques petits traitements. Son parcours débute dans un gros tuyau. Sur la paroi de ce tuyau, à environ 2 mètres de profondeur, se trouve une grille de métal qui empêche les gros débris, tels les branches d'arbres, de pénétrer à l'intérieur. L'eau s'écoule vers la station de pompage où elle traverse une première grille très rudimentaire. Un grand tamis rotatif enlève les poissons, les déchets et l'herbe. Lorsque tous les débris sont éliminés, une pompe à basse pression amène l'eau à l'usine de traitement. Non traitée, cette eau brute est sale et sent assez mauvais. On y ajoute donc du charbon actif, une forme très puissante du carbone. Il absorbe les contaminants tels les solvants et les pesticides. Déjà, le mauvais goût et l'odeur nauséabonde ne sont plus qu'un mauvais souvenir. L'eau passera ensuite de cuve en cuve pour un nettoyage plus en profondeur. La première cuve contient un produit chimique appelé sulfate d'aluminium. Il agit comme un coagulant qui épaissit le liquide. Dans l'eau brute, le sulfate d'aluminium forme de petits globules collants appelés flocs. Les bactéries, la boue et les autres impuretés y restent accrochées. Puis, notre eau débordante de flocs passe dans la deuxième cuve. Celle-ci contient un produit chimique appelé polymère, essentiel à la prochaine étape du procédé, la sédimentation. Ces 5 tuyaux injectent des particules de sable extra fines dans l'eau. Le polymère recouvre ce microsable et le rend collant. Les grains de sable s'agglutinent donc eux aussi aux flocs, les alourdissant encore plus. Dans un bassin de décantation, ils se déposeront donc au fond. Cette démonstration vous donne un aperçu des résultats. Le tout est maintenant clair comme de l'eau de roche. Mais on ne parle pas encore d'eau potable, puisqu'elle est encore pleine de bactéries, de virus et d'autres matières organiques. Prochaine étape, la filtration. L'eau s'écoule vers le bas et traverse une couche d'anthracite, autre forme de charbon, puis une couche de sable. Cette opération filtre toutes les particules restantes qui flottent ensuite vers le milieu. Mais l'eau est toujours grouillante de bactéries et de virus. Une bonne désinfection s'impose. 1,9 mg de chlore par litre d'eau suffiront à anéantir les indésirables pour de bon. Un soupçon de silicate empêchera finalement le calcium de s'accumuler et bloquer nos conduites d'eau. L'usine de traitement envoie des échantillons d'eau aux inspecteurs du gouvernement. Ceux-ci s'assurent qu'elle respecte les normes de sécurité. La quantité de chlore qui subsiste dans l'eau du robinet est de 0,6 mg par litre.
Le chlore gazeux que l'usine utilise est extrêmement toxique. S'il y avait une fuite, les équipes de secours devraient évacuer les gens dans un rayon de 10 km. Les usines entreposent donc les barils de chlore sous haute surveillance. Il faut environ 45 minutes pour transformer l'eau brute en eau traitée. Ne lui reste plus qu'à s'engouffrer dans les conduites souterraines qui l'amèneront à votre robinet. Comment régler en 20 minutes un problème qui dure depuis 10, 20 ou même plus de 30 ans? Un indice, ceux qui l'ont essayé ont tous vu la lumière. Non, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. La lumière en question, c'est le laser, utilisé pour corriger la myopie. Imaginez, le patient arrive chez l'ophtalmologiste avec un regard embrouillé et en ressort quelques instants plus tard avec une vue impeccable. Le chirurgien nettoie l'œil, la paupière et les cils à l'aide d'un antiseptique. Quelques gouttes anesthésiques gèleront le tout. Il agrandit la paupière à l'aide d'un spéculum, puis rince l'œil avec une solution saline. Les gouttes ont déjà fait leur effet. Le patient ne ressent donc rien. D'autres gouttes, antibiotiques celles-là, préviendront les infections. Avant chaque opération, le chirurgien essaie l'équipement. Il teste le laser sur une plaque de métal pour vérifier son niveau d'énergie. Un peu plus de gouttes anesthésiques. Puis une vérification du microkératome, l'appareil qui soulèvera une très mince couche de la surface de l'œil. Cet instrument à ultrasons mesure la cornée du patient. Celle-ci doit être assez épaisse pour pouvoir être sculptée sans danger. Cette fois, le spéculum maintiendra la paupière ouverte pour de bon, car on est prêt à commencer l'opération. Ces marques d'encre stérile serviront plus tard de référence au chirurgien. Il place un anneau de métal autour de la cornée. Attaché à une pompe aspiratrice, cet anneau adhère à l'œil et le maintient de façon stable pendant que le chirurgien coupe les tissus. Il utilise d'abord de l'eau stérile pour lubrifier l'œil, puis absorbe l'excès avec une petite éponge. Il prend ensuite le microkératome et le glisse dans les rainures de l'anneau de métal. En quelques secondes, l'appareil se déplace d'un côté à l'autre de l'œil à la manière d'un rabot. Mais les morceaux de bois sont remplacés par une mince tranche de tissu oculaire. Le chirurgien utilise une éponge stérile en forme d'anneau pour empêcher les larmes de contaminer la cornée. Puis, il expose cette dernière en rabattant la tranche de tissu. Il éponge le surplus de liquide et c'est là que le laser entre en scène. Ce rayon de lumière invisible bombarde l'œil de 50 impulsions par seconde. Chacune de ces impulsions vaporise 1/4 de micron de tissu cornéen. Pas question de procéder à l'aveuglette. Le laser a été programmé à l'avance, par ordinateur, afin de reformer à la perfection la cornée de la plupart des patients. En moins d'1 minute, le travail est complété. Grâce aux petites marques tracées plus tôt, le chirurgien rabat la tranche de cornée exactement là où elle était. Il doit être extrêmement précis, car sinon, le patient aura une vision altérée. À l'aide d'une seringue remplie d'eau stérile, le chirurgien lisse le tout comme s'il s'agissait d'une nappe. Il enlève ensuite l'éponge. En 45 secondes, la pression qui règne à l'intérieur de la cornée aspire la tranche découpée, qui se scelle littéralement elle-même. Le chirurgien traque le moindre surplus d'eau, puis
Il applique des gouttes antibiotiques comme mesure préventive. Il retire le spéculum, maintient l'œil fermé, puis effectue la même opération sur l'autre œil. Un puissant microscope confirmera qu'il ne subsiste aucun pli dans la cornée. Le patient portera tout de même des écrans protecteurs jusqu'au lendemain et toutes les nuits durant une semaine. Bien peu d'arbres auront le privilège de terminer leur existence entre les mains des Bruce Cockburn, Tom Cochrane, Michel Pagliaro, Leonard Cohen, Jean-Jacques Goldman ou Daniel Boucher. Toutes ces vedettes utilisent des guitares de l'entreprise que nous avons visitée. Des guitares faites d'un bois assez flexible pour vibrer, mais assez solide pour qu'on leur gratte les cordes avec toute la fougue voulue. La guitare est apparue en Afrique du Nord et a envahi l'Espagne en même temps que les Maures, au 8e siècle. Elle a ensuite conquis les Gitans, inspiré les chanteurs de flamenco et même quelques cow-boys. Le guitariste français Django Reinhardt en a fait un instrument de jazz dans les années 30. Puis, avec l'arrivée du rock'n'roll, la guitare électrique a volé la vedette. Mais la bonne vieille guitare acoustique, intemporelle, séduit toujours les amateurs de musique folk. Le bois idéal est soit de l'épinette, soit du cèdre. On y découpe la forme de la guitare un peu comme des biscuits. Mais ici, notre emporte-pièce pèse 30 tonnes. Une ouverture qu'on appelle ouïe modifiera la sonorité de l'instrument. Plus elle est grande, plus on obtiendra des sons aigus. À l'inverse, une petite ouïe favorisera les sons graves. Tout autour, on colle une incrustation purement décorative appelée rosace. Ces petites planches deviendront les côtés de la guitare. Elles doivent tout d'abord séjourner dans l'eau bouillante pendant 15 secondes. Cette presse chauffée leur donnera ensuite leur courbure caractéristique. Durée totale de cette opération, 1 minute. Profitons-en pour vous donner le nouveau nom de nos planches, les éclisses. On les lie ensemble à l'aide de blocs de bois. L'acajou ou le peuplier seront cette fois-ci privilégiés. Un bloc est collé et fixé dans le fond, l'autre sur le dessus. Cette doublure en bois reliera les éclisses au dessus et au fond de la guitare. De petites incisions lui donnent la flexibilité nécessaire pour bien épouser les courbes. À l'aide d'une détoureuse portative, on entaille prudemment la doublure pour lui permettre de recevoir 4 traverses en bois qui supporteront le fond de la guitare. Placées aux endroits stratégiques, ces traverses aident le dessus de la guitare à résister à la tension des cordes. Une presse sous vide permet une adhésion uniforme des traverses. Puis, c'est le moment de coller le dessus et le fond de la guitare. On achemine le tout dans une autre presse, puis sur un séchoir pendant plusieurs heures. Il faut maintenant protéger les côtés de la guitare. Cette bordure en plastique fait parfaitement le boulot. S'ensuit un sablage des plus minutieux. Cette machine est munie d'un détecteur qui permet de rattacher la caisse de résonance et le manche de la guitare selon un angle très précis. Un calcul essentiel pour s'assurer de la qualité du son. On applique ensuite 4 à 8 couches de vernis selon la finition souhaitée. La touche sur laquelle se promèneront les doigts du musicien est faite de bois de rose ou d'ébène. Ces petites tiges de métal sont les frettes qui séparent les demi-tons sur l'échelle musicale. On place une barre de renfort à l'intérieur du manche. Elle lui permettra de s'adapter aux tensions de différents types de cordes. On colle la touche sur le manche, puis on s'assure qu'elle adhère parfaitement grâce à la presse sous vide.
On installe ensuite les chevilles mécaniques sur lesquelles seront enroulées les cordes. La barre de renfort située dans le manche s'insère parfaitement dans la rainure de la caisse de résonance préalablement enduite de colle. Voici le sillet de tête, une pièce de plastique dur qui espace les cordes. Celui-là, c'est le sillet de chevalet, qui, vous l'aurez deviné, espace les cordes au niveau du chevalet. Il ne reste plus qu'à fixer les cordes à l'aide d'une enrouleuse électrique. Puisque le bois s'assouplit à mesure qu'on l'utilise, toute guitare sonnera de mieux en mieux avec le temps et un peu de pratique, évidemment. Merci d'avoir partagé avec nous le plaisir de découvrir comment c'est fait. Gageons que vous ne regarderez plus de la même façon les objets qui vous entourent. À la prochaine! Si vous avez des commentaires à formuler sur cette émission ou désirez soumettre des idées de sujets, communiquez avec nous au www.commentcetfait.com.